Vous comprenez? Il mourrait avec l'idée d'être un brave type. Être une crapule patentée et refuser de l'admettre, c'est l'effrayante caractéristique des canailles russes. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et le théâtre d'Anton Tchekhov qui nous accompagne cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'André Markovitch et Françoise Morvan, qui sont les deux traducteurs de Tchekhov disponibles en Actes Sud, aux éditions Actes Sud. Aujourd'hui, nous parlons de Platonov, que vous venez d'entendre, interprété ici par Patrick Pinault. D'abord, aidez-nous à comprendre, peut-être André Markovitch, vous avez parlé de l'importance de la relation père-fils, ces pères qui sont nuls. Que s'est-il passé en Russie pour en arriver là? Mais ce qui était dans l'extrait qu'on a entendu, il y a une chose invraisemblable, c'est le mot patriote, l'emploi du mot patriote. Les patriotes, le jeune Tchekhov l'emploie comme les profiteurs. C'est-à-dire ceux qui, au nom de la patrie, pillent et violent et tuent. Et ça, c'est absolument sans aucun exemple dans la littérature russe. Et à quoi fait-il référence? D'abord au servage. Tchekhov est né en 1860, le servage est aboli en 1861. Et donc les propriétaires, Platonov père, de fait, violaient, fouettaient, tuaient avec la meilleure bonne conscience du monde. Après, il y a eu, entre 1853 et 1855, la campagne de Crimée, qui a été une catastrophe invraisemblable en Russie, où l'armée était tout le temps, où tous les nobles russes, tous les intendants russes, tous les commerçants pillaient l'armée et pillaient les soldats. Donc il en parle d'ailleurs dans la pièce. Françoise Morvan. Oui, la pièce est tramée sur ce fond historique. Ce qui est fascinant avec Tchekhov, c'est qu'il y a toujours un arrière-fond qui est présent, qui n'est pas présent. Dans Platonov, il est particulièrement présent, puisqu'on voit un vieux soldat qui, à la fin, est devenu messager et qui porte les télégrammes. Voilà. Puis, il y a le colonel Triletsky. Enfin, tout est tramé sur le fond de la guerre de Crimée. Triletsky dit, moi, vous voyez, j'aurais pu voler, mais je l'ai pas fait. Mais on entend très bien que, en fait, il l'a fait, bien entendu, tel que c'est dit. Ce qu'on entend aussi dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que Platonov cherche certes à se détacher de son père. Y arrive-t-il? C'est toute la question, parce qu'on voit comment il se conduit. Il se conduit pas non plus de manière très vertueuse. Mais il cherche dans cette incertitude, il cherche une sorte de vérité. Il cherche comme une voie à suivre. Et ça, c'est assez touchant de voir que il va chercher une sorte de ressources pour aller dans une direction sans vraiment y parvenir, sans vraiment même la nommer. Mais il y a quand même cet élan-là, non, Françoise Morvan? C'est-à-dire, si on remet ce passage, là, ce qu'on vient d'entendre, en contexte, c'est un passage que Tchekhov avait coupé, hein. Donc on l'a remis entre crochets, et surtout on trouve que c'est un passage évidemment très éclairant, mais c'est-à-dire la vérité de Platonov. La question qui est derrière ce passage, c'est mais à quoi ça sert d'aller dire ça à un mourant? Je veux dire, c'est une vérité qui ne sert rigoureusement à rien. Et pourtant elle le tue. Qui le tue? Mais c'est ce que fait Platonov. C'est assez bizarre, c'est un personnage, c'est une force négative. C'est un personnage creux qui exerce un pouvoir absolu sur les autres, pas seulement les femmes, et qui produit de plus en plus de désastres. C'est comme une préfiguration de Staline, c'est assez curieux. Don Juan, le commandeur en même temps, c'est cette force négative. Donc là, dans ce passage, mais c'est quelque chose que Tchekhov ne dit pas. Mais voilà cette grande déclaration de haine au père, et pour des raisons parfaitement argumentées, où soudain on est devant un mourant et on va lui dérouler tous ses crimes. C'est un autre crime, si on veut. Mais cette vacuité de Platonov, c'est étonnant parce que quand les personnages parlent de lui, ils disent toujours au contraire qu'il en dit trop. D'ailleurs, la manière de le taquiner qu'ils ont trouvé, c'est de dire que c'est un philosophe. Il dit, arrête avec ta philosophie, arrête avec ta philosophie. Comme si justement, peut-être qu'il était vide, mais il se prenait la tête pour le dire trivialement. André Markovitch ou Françoise Morvan? Platonov
Platonov, c'est Platon d'ailleurs. Il y a un Oui, lien, le ou pas petit Platon, bien sûr, c'est le Platon miniature. Platochka, ouais. Ouais. Ah, le voilà notre Platon miniature. Il y a dans Tchekhov, dans le théâtre de Tchekhov, il y a des lignées comme ça de personnages qui savent, qui attirent les autres parce que les autres, tout le monde attend qu'on leur donne une ligne de conduite, une vérité. Et c'est la manière qu'ont les séducteurs de capter leurs victimes. C'est forcément, si ça marche, c'est que ils savent attirer, mais attirer par le vide. Alors, il y a toujours des propositions morales. C'est extraordinaire parce que la pièce se déroule sur quand même des séries. Il y a la série des pères qui sont présents, donc il y en a des quantités quand même, et tous aussi nocifs d'ailleurs, et la série des femmes, et qui se font capturer par Platonov. Donc il séduit la générale, il séduit Sofia, il séduit Grekova, et sincèrement, quand on est en répétition et qu'on se dit mais bon, ça va pas marcher, c'est pas possible, eh bien il y a la manière du séducteur d'engendrer du vide, de manière à appeler et de faire du plein pour repousser un peu, de manière à attirer mieux. Dans les scènes de séduction, c'est absolument extraordinaire. Donc c'est purement ironique le clin d'œil à la philosophie. Platon, non, il attire. Quand il séduit Sofia, il dit nous étions étudiants et nous avions des grandes idées, nous voulions changer le monde. C'est un côté très 68 art en fait, Platonov. Plus ça va, plus c'est actuel. Ça c'est vrai. D'ailleurs après MeToo et ce qui s'est passé là, la pièce a un écho. On va venir dans un instant. Un écho troublant. Et donc Sophie a épousé donc le fils de la générale et est très contente apparemment. Et le fils de la générale est absolument éperdument amoureux de cette Sophie. Donc la manière dont Platonov l'attire, c'est de lui dire mais souvenez-vous, avant vous n'aviez pas épousé cette espèce de bon à rien, on avait tellement d'espoir, c'est incompréhensible. Donc elle se penche sur elle-même, sur son passé, et puis elle se dit mais Platonov va m'apporter ce qui me manque, comme tout le monde d'ailleurs. Et puis il y a encore cette chose, c'est que le roman russe chaque écrivain russe apprend aux autres comment il faut vivre. Et ce qui est extraordinaire dans Tchekhov, c'est que justement, lui, il apprend rien du tout. Alors, Platonov essaie d'apprendre aux autres, mais la démonstration est faite que lui, il apprend, mais comment il vit, c'est le contraire. Et pour revenir à cette idée d'incertitude, je pense que c'est aussi ça qui est remarquable, c'est que c'est une incertitude qui est, pour le coup, fondatrice. Il ne peut pas y avoir de vérité absolue en dehors de la situation concrète des gens concrets. Et Tchekhov, après, il disait toujours, mais il ne faut pas apprendre aux gens comment vivre, il faut leur montrer comment on vit. Mais la situation concrète, c'est l'ennui, de Tchekhov. Oui, toutes ces pièces quasiment commencent par un ennui qui fait bâiller les personnages. Mais en fait, ça, je ne sais pas s'il s'ennuie là, en vraiment. fait, c'est vrai. La première scène, scène 1, on s'ennuie, Nicolas, le spleen, l'oisiveté, le cafard, que faire, mais regardez, quelle est la situation? C'est ça qui est bizarre. Elle est au piano, quand elle me dit ça. Alors, elle ne joue pas. Elle a la tête baissée. Voilà, elle ne joue pas. Et Triletsky, d'où il vient? Triletsky lui embrasse, on disait ça, il lui embrasse dans la main, le creux de la main. Mais quel est le rôle de Triletsky vis-à-vis de la générale? Quand on embrasse dans le creux de la main, c'est pas du tout comme on fait un baisement, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire quoi, alors? Mais que c'est un geste au minimum intime, pour ne pas dire érotique. Donc ils disent qu'il s'ennuie, mais il n'en est rien. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a beaucoup d'ennuis, on parlera d'Ivanov un peu plus tard cette semaine, les personnages disent en permanence qu'ils s'ennuient, vous pensez que c'est pas si vrai? Je sais pas comment dire ça, je comprends pas ce que c'est l'ennui de Tchekhov, moi. Ça c'est fou, parce que c'est vraiment le premier adjectif qui vient... oui. La première fois, j'étais lycéenne, notre prof de philo nous avait donné des billets pour aller voir une pièce. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux.
C'est effrayant, mais évidemment, si un metteur en scène représente l'ennui en faisant en sorte que les spectateurs s'ennuient, c'est vrai que c'est assez lugubre. Mais la question, c'est que le début du théâtre de Tchekhov, c'est donc ces deux premières répliques avec la générale. Voilà, c'est la fin de la matinée. On arrive dans un salon et la générale a le front penché sur les touches de piano. Arrive là-dessus un personnage complètement agité et goinfre, qui est donc le médecin, qui ne soigne personne. Donc, ce qui pour Tchekhov, qui était médecin, signifie quelque chose. Et donc, nous, on avait traduit comme tout le monde, on a dit quoi, rien. C'est vraiment. Chito, Nichevo, donc c'est vraiment quoi, rien. Assimile leçon 1. Assimile leçon 1, voilà. Et la générale qui dit rien, on s'ennuie. Bon. Et après, il fume. Oui. Alors, Platonov était au programme des classes à 3 théâtres. Donc, on était dans une classe à Nantes. Et une lycéenne nous dit, cette scène-là, moi, je peux pas la jouer. Je dis, bah, c'est pas compliqué. Elle me dit, bah non, ça dit quoi? Et là, soudain, on commence à comprendre qu'en fait, on avait traduit des mots, mais on n'avait pas traduit ce qui se joue sur le thème de l'ennui. La générale, qui est quand même dans une situation complètement désastreuse, a, dans la seul moment de la pièce s'ouvre sur un moment d'abandon, elle a la conscience du désastre qui l'entoure. De solitude. Oui. Voilà, et donc, elle voit arriver le médecin qui au moins va peut-être apporter quelque chose. Et le médecin dit ch'to. Donc qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Une femme pareille, comme ça, dans une position d'abandon. Et il pose la question. Est-ce que vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas? Et elle répond rien, on s'ennuyote. L'ennui chez Tchekhov, c'est comme les pauses. Dans les pauses, il y a un vertige. Tout se passe à ce moment-là. Et clac, ça repart. Peut-être qu'il faut entendre par la multiplication des références à l'ennui, non pas un ennui que ressentent les personnages, mais la manifestation du fait que ces personnages ont tellement envie de faire quelque chose, aiment tellement la vie, que dès que c'est pas une intensité extrême, ils s'ennuient. C'est ça, voilà, en fait. Bien sûr. Et Nichevo ne veut pas dire rien. Ça veut dire ça va. Oui. Ça veut dire laissez-moi tranquille. Ça veut dire je suis seul et je reste seul. Et à vous et avec vous qui êtes dans ma chambre et qui vous m'embrassez dans le creux de la main, je ne peux que partager rien. Non, puis ils vont blaguer. Vous blaguez. C'est-à-dire... Bon, on a entendu le début de la scène tout à l'heure. En russe, c'était très joyeux. Voilà. Oui, ça va très mal. Alors donc, on va papilloter par là-dessus pour s'en sortir. Voilà. Alors, à partir du moment où le metteur en scène fait jouer ça, c'est comme cette lycéenne, à partir du moment où on a compris, tout était... Elle l'a joué... et aucun des metteurs en scène avec qui on avait travaillé n'avait vu la chose. Et c'est les premières répliques de tout le théâtre de Tchekhov. Quoi? Qui peut dire qu'est-ce qui ne va pas? Et ça va. Impeccable. Ça va super mal, mais... On va suivre Platonov cette fois-ci en train de séduire Grekova. Alors, c'est un moment très important de l'intrigue. S'il y a une intrigue, c'est toujours un peu... Dans le théâtre de Tchekhov, c'est comme ça. Il se passe beaucoup de choses et finalement, l'histoire elle-même est peut-être secondaire. Là, il y a quand même un retournement parce que ce qui va se passer ici, au moment de cette scène de séduction, va avoir pour suite, dans l'acte 3, la convocation de justice reçue par Platonov, car vous allez voir, il se comporte très mal avec Maria Grekova, qui est ici interprétée par Claire Lannes. Vous n'avez pas entendu? Eh bien, je peux le répéter? Dites toujours, Baïda. Je ne suis pas belle. Me trouver belle, c'est n'avoir aucun goût, sincèrement. Vous êtes de mon avis, c'est vrai que je ne suis pas belle. Ça, je vous le dirai plus tard. C'est vous qui avez la parole. Eh bien, écoutez. Soit vous êtes un homme extraordinaire, soit vous êtes une canaille. C'est l'un ou l'autre. Vous riez, oui, c'est vrai que c'est drôle. Non, mais... elle l'a dit comme ça, la petite cour. Non, mais dites-moi un peu. S'il vous plaît. Parce qu'elle aussi, elle va où va la foule, Elle philosophe, elle fait de la chimie. Et quelle sentence. Elle vous assène.
Non, mais... Pourquoi m'embrassez-vous? Je n'ai pas la moindre... Elle a parlé. Elle a frappé. Elle s'est dit... Je lui dis... Je le foudroie. Qu'il voit comme je suis maligne. Elle est toute perdue, là. Elle est toute perdue, puis elle me regarde d'un air bête de Jésus. Vous êtes amoureux de moi? Et toi, tu m'aimes? Si vous... Alors... Oui? Tu m'aimes? Sinon, tu ne ferais pas ça. Tu m'aimes? Parle-moi du monde, ma jolie. J'aime pas les idiotes. Allez, je suis méchant, hein? Je n'aime qu'une petite toi, mais juste pour passer le temps. Ah, la voilà toute pâle. Les yeux qui lancent des étincelles. Vous vous moquez de moi. Elle est capable de m'en flanquer une. J'ai ma fierté. Je ne sais pas me salir les mains. Je vous ai dit, monsieur, que vous étiez soit un homme extraordinaire, soit une canaille. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Et évidemment, l'emploi du terme extraordinaire ici est très important. Hein. La distinction entre ordinaire et extraordinaire chez Tchekhov est très importante. La comparaison avec Don Juan ne tient pas vraiment parce que Don Juan n'est jamais aussi méchant que ça avec les femmes qu'il séduit, Françoise Morvan. Là, c'est de la cruauté pure. Et il le dit. Oui, c'est un... Ce qu'il faut préciser pour Grekova, qui traite comme une petite dinde, c'est que c'est une étudiante en chimie. C'est précisé dans la pièce. Donc, c'est à l'époque, en 1878, une femme qui fait des études scientifiques, c'est non seulement rare, mais exceptionnel. Donc, le résultat, c'est que Grekova est traitée comme une imbécile par quelqu'un qui ne lui arrive pas à la cheville. Et parce qu'elle est intelligente. Parce qu'elle est intelligente. Précisément parce qu'elle est intelligente. André Markovitch. C'est une des scènes qui condamne Platonov. C'est-à-dire, c'est un abîme et de cruauté et de bêtise. Et c'est lui qui va où va la foule. Oui, parce qu'il lui dit, elle aussi, elle va là où va la foule. Mais c'est lui qui va, c'est-à-dire qui puisque l'opinion commune de l'époque, c'est qu'une femme qui fait des études, c'est un bas bleu, c'est quelqu'un qui n'a aucune vie, etc., etc., etc. Et de voir Platonov qui avait des idéaux de fraternité ou de je sais pas quoi, ou de changer le monde, et qui se conduit de cette façon-là, est accablant. C'est en fait une des rares scènes dans lesquelles on peut considérer que Tchekhov, d'une façon ou d'une autre, condamne un personnage. Oui, là, on peut plus le sauver après cette scène. À mon avis, non. À mon avis, non. Et ce qui est grandiose, c'est la réaction de Grekova. Enfin, comment dire, les deux réactions de Grekova, le fait qu'elle va porter plainte, et que quand même, à la fin, elle va venir le sauver, enfin, essayer de le retrouver d'une façon ou d'une autre. Ce qui est encore un abîme de complexité et de... Ouais. Un abîme psychologique, quoi. Mais au fond, est-ce que Platonov ne préfère pas être une canaille extraordinaire, c'est ainsi qu'elle le qualifie, qu'un homme banal et normal? Au fond, dans l'extraordinaire, il y a quand même quelque chose qui le distingue du reste, et du troupeau et de la foule. Françoise Morvan. C'est clair, il a besoin absolument d'imposer sa marque, de jouer. C'est pas vraiment pour lui une insulte, en fait, si? Non, il trouve ça formidable. Et le fait d'être finalement au centre, même du scandale, c'est bien. Et c'est aussi pour ça que, comment dire, que Ossip, le brigand va jouer un rôle très important, parce que finalement, c'est lui qui voit ce que Platonov est. Et c'est aussi un rôle, d'une façon ou d'une autre, dostoïevskien, comme dans Les démons, comme en Fetchka le bagnard, vous voyez. C'est comme une espèce de jugement du peuple, même si c'est pas vraiment le peuple, parce que Ossip, c'est vraiment un brigand qui tue aussi les gens du peuple, qui les vole, etc. Mais une espèce quand même de condamnation et
de dégoût vis-à-vis de lui. Et ce qui est extraordinaire aussi dans cette pièce, c'est que malgré tout ce dégoût, nous, on n'arrive pas à ne pas le considérer comme... pas comme fascinant, mais comme... je sais pas sympathique, mais je sais pas quel est le mot, en fait. Je sais pas... qu'est-ce qu'on pourrait appeler... Les bons personnages, généralement, on n'arrive pas à les qualifier, mais on est dans cette hésitation, comme le disait le personnage au début en parlant de Platonov. Mais ce qu'il y a de très surprenant dans cette scène et dans cette pièce, c'est pas simplement que Platonov embrasse de force Grekova, c'est qu'elle lui fasse un procès. Mais c'est ça, c'est la Pour réaction. un baiser imposé. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mais à l'époque... Il l'a ridiculisé en public aussi, puis à maintes reprises. Oui, mais ça tombe pas sous le coup de la loi, à ridiculiser en public. C'est qu'elle trouve quand même un moyen de lui coller un procès. En tant qu'instituteur, il a une obligation de donner le bon exemple. De quand moralité. Même. Mais alors, cela étant, là, la scène qu'on vient d'entendre, le personnage sympathique, c'est Platonov. Ah moi, moi, je trouve très sympathique Platonov, comme tout le monde d'ailleurs. Là, moi, je dis, n'oublions pas que Grekova, c'est quand même une femme qui fait des études de chimie à un très haut niveau. Elle fait de la recherche et qui est toute jeune. Donc, moi, je rappelle ça. Mais à part ça, quand on a entendu la pièce, Claire Lane l'a jouée de manière exacte. C'est-à-dire que elle s'indigne, elle trouve ça vraiment, mais qu'est-ce qu'on veut? Elle est ridicule. Pas totalement ridicule, parce que sinon ça marcherait pas, mais ça peut se jouer très comique. Et Platonov a l'adhésion du spectateur. Oui, c'est la magie de la fiction, c'est qu'on adhère immédiatement à des personnages odieux. Oui. Comme les Don Draper dans Mad Men aujourd'hui, c'est un peu pareil. Alors on va retrouver Platonov, cette fois-ci, avec la générale, vous verrez, il change complètement de ton, puisque la générale est beaucoup plus son égale que ne l'était Grekova, et c'est la générale elle-même qui va vouloir le séduire, et contre toute attente, lui, va pas vraiment s'adonner à ce jeu de séduction. Pourquoi restez-vous là? J'étouffe dans les pièces. Et ce beau ciel vaut mieux que les plafonds cholés par vos paysannes. Quel temps splendide. Un air si pur. Et cette fraîcheur. Les étoiles. La lune. C'est dommage que les dames n'aient pas le droit de dormir à la belle étoile. L'été, quand j'étais petite, je passais toutes mes nuits dans le jardin. Vous avez une nouvelle cravate? Oui. Ce soir, je me sens toute bizarre. Ce soir, je trouve tout à mon goût, je fais la fête. Mais dites-moi quelque chose, Platonov. Pourquoi restez-vous sans rien dire? C'est pour vous entendre que je suis venue. Et que voulez-vous que je vous dise? Dites-moi quelque chose de nouveau. De mignon. D'acidulé. Je vous vois tellement brillant, tellement mignon. Vraiment, il me semble que ce soir, je n'ai jamais été aussi amoureuse de vous. Vous êtes un ange. Vous n'êtes presque pas d'Esclandre. Mais vous aussi, ce soir, vous êtes tellement belle.